Bonjour et bienvenue. On a souvent cette idée, n'est-ce pas, que notre cerveau, notre façon de fonctionner, c'est quelque chose d'assez fixe, surtout quand on parle de neurodiversité. Oui, on pense tout de suite à l'autisme, au TDAH, à la dyslexie. Exactement, des choses avec lesquelles on est en général, mais et si cette base, justement, elle pouvait changer en cours de vie? Ah, mais tout à fait. Est-ce qu'on peut devenir neurodivergent? C'est une idée qui, oui, bouscule un peu. La neurodiversité, ce n'est pas uniquement une question de développement initial. Le cerveau, il est incroyablement plastique en fait. Plastique, oui. Et son fonctionnement peut vraiment se modifier, de manière significative et durable au fil de la vie. C'est précisément ça qu'on va explorer aujourd'hui. La neurodivergence acquise. Le terme est déjà assez intriguant. Alors concrètement, ça veut dire quoi, devenir neurodivergent? La neurodivergence acquise, ça décrit un changement vraiment fondamental et qui persiste dans le fonctionnement du cerveau. D'accord. Et ça arrive chez quelqu'un qui, avant, avait un fonctionnement, disons, neurotypique. Donc c'est pas juste une mauvaise passe ou une phase. Non, ce n'est pas temporaire. Voilà, c'est une vraie réorganisation cérébrale qui suit souvent un événement identifiable. Donc, on ne parle pas juste de se sentir un peu différent pendant un temps. Il y a des impacts réels qu'on peut observer sur la pensée, l'action. Exactement. Ces changements, ils peuvent toucher plein de choses, ce qu'on appelle les fonctions cognitives. La mémoire, le langage. Oui, la mémoire, le langage, l'attention, la capacité à organiser ses idées, par exemple, et aussi le comportement. Parfois, on observe même des changements au niveau de la personnalité. Ah oui, quand même. C'est une transformation profonde qui change la façon dont on interagit avec le monde, dont on apprend, dont on travaille. La vie quotidienne, quoi. C'est assez saisissant comme concept. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ça. D'où ça vient, comment ça se manifeste, et puis comment on fait, en fait, pour soi ou pour aider quelqu'un. On va essayer d'y voir plus clair avec les infos qu'on a. Tout à fait. Comprendre, c'est la base. Pour déconstruire les idées fausses, bien sûr, mais aussi pour pouvoir aider de façon plus juste, plus efficace. Bon, alors allons-y. Qu'est-ce qui peut provoquer un tel changement dans le fonctionnement du cerveau? C'est quoi les causes de cette neurodivergence acquise? Alors, les causes sont variées, mais souvent, il y a un événement qui marque une rupture. Un des plus connus, c'est le traumatisme crânio-cérébral, le TCC. Donc, un choc physique. Voilà. Pensez à un accident de voiture, une grosse chute, un coup violent à la tête. Les lésions au cerveau qui en résultent, elles peuvent entraîner des changements fonctionnels qui durent. On imagine bien le choc physique, oui, mais les conséquences sur la pensée, le comportement, c'est peut-être moins visible tout de suite. C'est souvent ça, oui. Un autre exemple fréquent, c'est l'AVC. L'accident vasculaire cérébral. Ah oui, l'AVC. Selon la zone du cerveau qui a manqué d'oxygène, les séquelles peuvent être très différentes. Des difficultés à trouver ses mots ou à comprendre, l'aphasie. D'accord. Des problèmes de mémoire, de motricité aussi, mais également des changements dans la façon de s'organiser, de gérer ses émotions. C'est vrai que ce sont des événements très marquants. Est-ce qu'il y a d'autres causes, d'autres chemins qui mènent à ça? Oui, absolument. Certaines infections, par exemple, si elles touchent le système nerveux central, ça peut laisser des traces durables. Comme quoi, par exemple? La méningite, par exemple. C'est une inflammation des membranes autour du cerveau et de la moelle épinière. Oui. L'inflammation peut abîmer les tissus du cerveau ou perturber les connexions entre les neurones. Et même après la guérison, il peut rester des séquelles cognitives. Donc, même une maladie infectieuse peut remodeler le cerveau durablement. Et les maladies qui s'installent plus lentement alors? Ça, c'est un autre cas important, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Bien sûr. Là, c'est une altération progressive, irréversible du cerveau. Le processus est plus lent, plus insidieux qu'un AVC, mais le résultat, c'est aussi une forme de neurodivergence acquise. Le fonctionnement cérébral change profondément par rapport à ce qu'il était avant. C'est frappant de voir toutes ces causes si différentes. D'un coup brutal à une dégradation lente ou une infection. Et les sources parlent aussi de quelque chose d'encore plus étonnant, le stress post-traumatique. Comment un choc psychologique peut entraîner ça? Ah, ça c'est un point qui remet vraiment en question la vieille séparation entre corps et esprit. Le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, ça montre de façon spectaculaire comment une expérience psychologique très forte peut littéralement remodeler le cerveau. Physiquement? Oui, physiquement. Des études montrent que le TSPT peut changer durablement la structure et l'activité de certaines zones du cerveau.
L'amygdale, qui gère la peur, l'hippocampe pour la mémoire, le cortex préfrontal pour la régulation. Incroyable. Ces changements physiques sont assez profonds qu'on puisse parler de neurodivergence acquise. Le trauma psychologique laisse une véritable empreinte neurologique. C'est d'une perspective assez folle. Et on entend même parler de choses similaires avec des phénomènes plus récents, comme la Covid longue. Des effets sur le cerveau? Effectivement. C'est un domaine de recherche très actif en ce moment. Des personnes qui ont eu la Covid longue décrivent des difficultés cognitives qui persistent. Un brouillard cérébral, comme on dit. Oui, j'ai entendu ce terme. Des problèmes de concentration, de mémoire, une fatigue mentale. On étudie encore les mécanismes exacts. Est-ce que c'est l'inflammation, des problèmes vasculaires, le virus lui-même? Mais ça montre bien qu'une maladie qui touche tout le corps peut avoir des conséquences neurologiques durables et changer le fonctionnement cognitif habituel. Tout ça, ça nous amène à une distinction importante. Comment on fait la différence entre cette neurodivergence acquise et la neurodivergence développementale comme l'autisme, le TDAH dont on parlait au début? La différence clé, c'est le quand et le comment. La neurodivergence développementale, elle est là dès la naissance, où elle apparaît très tôt. La personne grandit, se construit avec ce fonctionnement neurologique spécifique. C'est sa norme à elle depuis toujours. Exactement. Même si ce n'est pas la norme de la majorité. Il n'y a pas d'avant neurotypique dans son histoire personnelle. Alors que pour la neurodivergence acquise, c'est tout l'inverse. C'est ça. Elle arrive après la naissance, parfois bien plus tard, à l'âge adulte, chez quelqu'un qui jusque-là fonctionnait de manière neurotypique. Et ce qui est fascinant et souvent douloureux, c'est qu'il y a une rupture biographique. Il y a un avant et un après. Voilà. La personne a connu un avant, un cerveau auquel elle était habituée, et maintenant, elle doit faire avec un après, un cerveau qui réagit différemment, qu'elle ne reconnaît pas toujours. C'est un défi d'adaptation énorme. On imagine le choc émotionnel, devoir réapprendre à être avec son propre esprit d'une certaine façon. Ça doit être terriblement déstabilisant. Pour beaucoup, c'est un vrai séisme intérieur, oui. Perdre d'un coup une partie de sa mémoire, ne plus trouver ses mots facilement, avoir du mal à suivre une conversation simple, Oui. ça crée souvent une frustration immense, une grande tristesse, ce sentiment d'avoir perdu une partie de soi. Parfois, c'est une vraie crise identitaire. On peut se sentir étranger à soi-même. Et pour l'entourage, les proches, j'imagine que ça ne doit pas être simple non plus, de comprendre, d'accompagner ce changement. Non, c'est un défi qui est partagé. Les proches peuvent avoir du mal à saisir la réalité de difficultés qui sont souvent invisibles, en plus. Oui, le côté invisible doit rendre les choses compliquées. Tout à fait. Et puis, il y a cette attente, parfois implicite, mais très forte, que la personne redevienne comme avant. Ça peut être très dur à vivre. L'attente du retour à la normale. On peut entendre des choses comme « ça va passer » ou « fais un effort ». Même si c'est dit avec bienveillance, ça nie la réalité neurologique du changement. Et cette incompréhension, ça peut ajouter à la souffrance de la personne qui se bat déjà pour s'adapter. Justement, cette attente du retour à la normale, ça nous amène directement aux idées fausses qui circulent souvent sur la neurodivergence acquise. Il y a pas mal de mythes tenaces à déconstruire, j'ai l'impression. Oui, et c'est essentiel pour mieux accompagner. Le premier mythe, très courant, c'est justement ça. Tout finira par revenir comme avant, avec le temps et la volonté. On dit ça souvent pour encourager, mais ce n'est pas toujours vrai, si je comprends bien. Précisément, oui. La rééducation peut faire des miracles, la plasticité du cerveau permet des récupérations parfois étonnantes, mais il faut être réaliste. Certaines séquelles peuvent être permanentes. D'accord. Le cerveau peut compenser, trouver d'autres chemins, mais il ne revient pas forcément à son état initial exact. S'accrocher à l'idée d'un retour à l'identique, non seulement c'est parfois faux, mais ça met une pression énorme et ça invalide ce que la personne vit. Il faut accepter qu'il y ait un après différent. C'est une étape clé du processus d'adaptation, pour tout le monde. Un autre mythe qui fait mal, l'idée que la personne serait devenue moins intelligente. Ah, celui-là. Il est particulièrement blessant et surtout il est faux. L'intelligence, ce n'est pas un bloc unique. Le cerveau, c'est un système complexe, avec plein de facettes. Bien sûr. Une fonction cognitive précise, comme la vitesse à laquelle on traite l'info ou la mémoire de travail peut être touchée après une lésion ou une maladie, mais ça ne veut absolument pas dire que l'intelligence globale a diminué. Ce n'est pas la même chose. Non. Le raisonnement logique, la créativité, la sagesse qui vient d'expérience, la capacité d'analyse, tout ça peut être intact, voire s'exprimer différemment. Dire moins intelligent, c'est vraiment une simplification abusive. C'est un profil cognitif différent, voilà tout. C'est important de le souligner. Et puis, il y a le fameux reproche, parfois dit, parfois juste, sous-entendu,
Il suffirait de faire un effort. C'est une question de volonté. Ah, celui-là, il montre une méconnaissance profonde de ce que ça veut dire une modification neurologique. Ce n'est absolument pas une question de paresse ou de motivation, jamais. Non, bien sûr. Quand les circuits du cerveau sont abîmés ou fonctionnent différemment, on ne peut pas juste décider de les faire marcher comme avant par la volonté. C'est comme demander à quelqu'un qui a une jambe cassée de courir un marathon s'il le veut vraiment. Ça n'a pas de sens. L'image est parlante. La personne a besoin d'adaptation, de stratégies pour compenser, d'outils. Et surtout, de soutien et de compréhension. Pas de jugement sur sa volonté. Alors, si on met de côté ces mythes, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'accompagnement ? Comment on peut aider au mieux une personne qui vit une neurodivergence acquise ? L'accompagnement, il est multiple, mais il repose sur des bases humaines essentielles. La première chose, c'est sans doute la patience. La patience. Oui, comprendre que l'adaptation, c'est un chemin long, avec des hauts, des bas, que la récupération n'est pas toujours linéaire, que la frustration, elle fait partie du voyage. La patience de l'entourage, c'est un cadeau énorme. La patience et j'imagine aussi une compréhension active. Essayer vraiment de saisir ce que la personne vit. Indispensable. Ça veut dire s'informer un peu sur les conséquences de ce qui s'est passé, les effets typiques d'un AVC à tel endroit, les séquelles possibles d'un TCC. Se renseigner. Oui. Et puis écouter la personne décrire ses difficultés. Sans juger, sans minimiser, sans vouloir réparer tout de suite. Juste valider son expérience. Au-delà de cette écoute et de cette patience, est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire au quotidien pour aider ? Oui, il y a plusieurs pistes. C'est très important de valoriser chaque petit progrès, chaque effort d'adaptation, chaque réussite, même si ça paraît minuscule. Ça aide beaucoup pour l'estime de soi qui est souvent fragilisée. Encourager les petites victoires ? Exactement. Et puis il y a l'aide très pratique des outils adaptés. Quel genre d'outils par exemple ? Wow, ça peut être plein de choses. Des applis de rappel sur le téléphone pour la mémoire, un agenda visuel pour s'organiser, des post-it mis à des endroits stratégiques, un système de rangement plus simple à la maison, utiliser le GPS même pour des trajets qu'on connaît. Des aides techniques en somme. Tout ce qui peut compenser une difficulté et redonner de l'autonomie. Il faut souvent tester, voir ce qui marche le mieux pour la personne. Et le rôle de la rééducation par des professionnels dans tout ça ? C'est souvent un pilier central, oui. Encourager et soutenir la personne dans ses démarches de rééducation, c'est crucial. Orthophonie, kiné. Oui, l'orthophonie pour le langage, l'ergothérapie pour réapprendre les gestes du quotidien ou adapter son environnement, la kiné pour la motricité, ou un suivi avec un neuropsychologue pour comprendre les changements et trouver des stratégies. C'est un travail d'équipe et le soutien de l'entourage compte énormément. Y a-t-il un autre élément qu'il ne faut surtout pas oublier ? Oui, un point vital, maintenir le lien social. L'isolement, c'est un risque majeur après un tel bouleversement. Ah oui, bien sûr. Continuer à voir ses amis, sa famille, participer à des activités, même s'il faut les adapter, c'est fondamental. Pour le moral, pour la stimulation cognitive, pour se sentir appartenir à un groupe. Parfois, c'est à l'entourage de faire le premier pas, d'adapter les sorties, mais garder ce lien, c'est vraiment crucial. Si on essaye de résumer un peu l'esprit de cet accompagnement, c'est peut-être cette idée que, malgré les changements qui peuvent être très importants, la personne est toujours là. Son identité profonde, elle reste. C'est exactement ça. C'est le cœur du message. La personne n'est pas définie par ses nouvelles difficultés. Elle reste un individu avec son histoire, ses valeurs, ses amours, ses passions. C'est cette continuité de la personne, au-delà de la rupture fonctionnelle, qu'il faut s'efforcer de voir, de reconnaître et de chérir. Parlons un peu de résilience maintenant. On entend parfois des histoires assez incroyables de personnes qui, après un AVC ou un trauma crânien, développent de nouvelles passions, parfois même des talents artistiques qu'on ne leur connaissait pas. Est-ce que c'est juste une belle histoire ou il y a une réalité là-dessous ? C'est pas juste anecdotique, non. Ça renvoie à cette capacité formidable du cerveau qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité, oui. Même après une lésion, le cerveau n'est pas figé. Il peut essayer de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions entre les neurones, de recruter d'autres zones pour compenser ce qui a été perdu. Bon, ce n'est pas toujours possible à grande échelle, et ça demande souvent beaucoup d'efforts, de stimulation. Mais cette capacité d'adaptation, elle existe vraiment. Et comment ça peut se manifester de façon si créative, si inattendue, parfois ? Les exemples sont parfois saisissants, c'est vrai. Des personnes qui perdent l'usage de la parole, mais découvrent un talent fou pour la peinture. Elles expriment leurs émotions par les couleurs. Ah oui.
D'autres qui, parce qu'elles doivent repenser leur façon d'interagir avec le monde, développent une sensibilité accrue, une nouvelle perspective qu'elles mettent dans l'écriture, la musique. Parfois, le fait de devoir trouver des chemins de traverse pour contourner les difficultés, ça stimule la créativité d'une manière nouvelle. Donc, c'est un peu paradoxal, mais une épreuve comme celle qui mène à la neurodivergence acquise pourrait, dans certains cas, ouvrir des portes inattendues. C'est une possibilité, oui. Il ne faut pas la négliger tout en restant prudent, bien sûr, sans jamais minimiser la souffrance ou les difficultés réelles, attention. Bien entendu. Mais le changement cérébral, le besoin de développer de nouvelles stratégies cognitives, ça peut parfois révéler ou catalyser des forces, des talents, des façons de penser qui étaient là, latentes. Ce n'est pas automatique, loin de là, mais ça fait partie des possibilités de l'adaptation humaine et cérébrale. C'est une perspective qui donne quand même une note d'espoir et de potentiel, même au milieu de l'adversité. Pour essayer de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient d'essentiel ? On peut retenir que la neurodivergence acquise, c'est une réalité complexe, importante. C'est une transformation profonde du fonctionnement du cerveau qui arrive au cours de la vie, pour différentes raisons. Et ça représente un défi d'adaptation majeur pour la personne elle-même et pour son entourage. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du chemin. Absolument pas. Avec une bonne compréhension du phénomène, sans les mythes qui font du mal, et grâce à un soutien adapté, fait de patience, de valorisation, d'outils, de rééducation et en gardant le lien social, les personnes concernées peuvent non seulement s'adapter, mais aussi trouver de nouvelles façons de s'épanouir, de contribuer. C'est un message important à faire passer, je pense, à toutes celles et ceux qui vivent ça, directement ou indirectement. Leur parcours, leur lutte, mais aussi leur réussite, leur résilience, tout ça mérite d'être reconnu. Tout à fait. Reconnaître cette expérience, c'est déjà une forme de soutien en soi. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir. Si on commence à voir la neurodivergence, qu'elle soit de naissance ou acquise, non plus comme un déficit qu'il faut absolument corriger, mais comme une variation naturelle du fonctionnement humain, qu'est-ce que ça change pour nous, collectivement ? Ça nous interroge profondément sur comment notre société voit et intègre la diversité neurologique. Est-ce qu'on est vraiment prêt à adapter nos environnements, les écoles, le travail, les lieux publics, nos attentes, nos rythmes, pour accueillir cette variété de cerveau ? C'est une vraie question. Considérer cette diversité innée ou acquise, non pas comme une anomalie, mais comme une richesse potentielle, une autre facette de la complexité humaine. Ça pourrait être un levier puissant pour construire une société plus inclusive, plus respectueuse de chacun. Une réflexion essentielle pour terminer. Merci beaucoup pour cette analyse très approfondie et pleine de nuances. Merci à vous, c'était un plaisir de partager cette exploration.